Je déclare ouverte l'Assemblée générale et publique et rappelle à la Cour le point qui figure à l'ordre du jour. Entendre prononcer par Monsieur le procureur général Henkes le discours prévu par l'article 345 du Code judiciaire et qui a pour sujet la Cour de cassation et la coutume internationale des agressions territoriales aux immunités d'État. Propos d'actualité. Ik verklaar de algemene en openbare vergadering geopend en herinner het Hof aan het punt dat op de dagorde staat. De door artikel 345 geachte wetboek voorgeschreven reden te horen houden door procureur-generaal Henkes, die als onderwerp heeft het Hof van Cassatie en de internationale gewoonte van territoriale agressie tot staatsimmuniteit, actuele beschouwingen. Monsieur le chef de cabinet adjoint de Sa Majesté le Roi, meneer de minister via streaming, messieurs les ambassadeurs d'Allemagne et de France, collega's eerste voorzitters, voorzitter en procureurs-generaal, geachte dames en heren en al uw hoedanigheden, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, beste collega's, chers collègues. Ook dit jaar wens ik u allen bijzonder welkom te heten vooraleer te starten met het traditionele schema van onze plechtige openbare openingszitting, die niet alleen hier in onze plechtige zittingszaal door de aanwezigen kan worden gevolgd, maar ook op afstand via streaming. Avant d'entamer le schéma traditionnel de notre Assemblée générale de rentrée, je tiens, cette année encore, à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, en n'oubliant pas tous ceux et celles qui assistent à notre cérémonie à distance par streaming. En remerciant d'ailleurs tous ceux et celles qui rendent cela possible. La parole est maintenant à Monsieur le procureur général. Ik verleen graag het woord aan meneer de procureur-generaal. Dank u, mevrouw de eerste voorzitter. Merci beaucoup, madame le premier président. Je m'associe bien volontiers à vos mots d'accueil et moi aussi, je souhaite à tous ceux qui, soit nous ont fait le privilège d'être présents aujourd'hui, soit qui nous font l'honneur de suivre notre audience solennelle de rentrée par streaming. À tous donc, merci, d'autant plus que l'exercice auquel tous les procureurs généraux de ce royaume se prêtent aujourd'hui est un exercice parfois un peu délicat. Mais en toute hypothèse, il vaut la peine d'être fait et j'espère, chers collègues, chers invités, chers auditeurs, pouvoir capter en tous les cas quelques instants votre attention. Alors en effet, Madame le Premier Président vient de le dire, la Mercuriale, que j'ai donc le privilège de pouvoir prononcer aujourd'hui, porte le titre « La Cour de cassation et la coutume internationale des agressions territoriales aux immunités d'État, bien entendu des propos d'actualité ». Sont à l'origine de la présente Mercuriale, consacrée en fin de compte au droit coutumier international, deux actes bien différents et d'importance, il faut bien le reconnaître, tout à fait inégale. Il s'agit, dans l'ordre chronologique, d'une part, d'une nouvelle agression territoriale perpétrée à partir du 24 février de cette année à l'encontre de l'Ukraine, et d'autre part, d'un arrêt de notre Cour du 27 juin écoulé, statuant sur des questions d'immunité d'État. Tous les deux, ces deux événements, sollicitent le droit international codifié ou coutumier. Le premier événement, donc l'agression territoriale, m'a conduit à examiner la portée de celle-ci en droit international pénal et à m'interroger si, à côté du traité de Rome organisant le statut de la Cour pénale internationale, la coutume internationale pénale, le cas échéant doublé du jus cogens, pourrait avoir encore une pertinence. Toutefois, nonobstant l'importance incontestable de cette problématique, elle ne sera examinée que de manière incidente dès lors que, pour l'heure, la Cour de cassation n'en est pas saisie au travers notamment du contrôle de régularité d'une procédure pénale nationale qui y serait déjà liée. Le second point d'intérêt
est l'arrêt précité du 27 juin 2022, rendu sur mes conclusions écrites, dans lequel la Cour décide notamment que l'article 19 de la Convention des Nations Unies de New York du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, en tant qu'il exprime la coutume internationale, interdit à une Cour du travail de prononcer une astreinte à charge de l'État étranger. J'y reviendrai. La place du droit international en général et de la coutume internationale en particulier n'est pas pour la Cour, vous le savez, une question neuve. Elle s'est posée à intervalles réguliers au cours de ses presque 2 siècles d'existence. Et plusieurs de ces arrêts ont d'ailleurs fait date. Certains en raison de la notoriété de leurs illustres protagonistes, d'autres pour l'originalité des solutions qu'ils consacraient. En matière de coutume internationale, les hasards du contentieux n'ont permis à la Cour de revenir sur ces questions qu'au début du XXIe siècle. Il en va ainsi de notre case law, ce n'est pas nous qui décidons ce qu'on nous soumet. Depuis 2001, plusieurs arrêts se sont succédés qui non seulement fixent les contours du contrôle que la Cour exerce en la matière, mais, de surcroît, apportent d'intéressantes précisions sur le contenu du droit international coutumier et sur la manière dont ce dernier s'articule avec le droit interne. Et il nous a paru intéressant de profiter de ces décisions pour tracer un état des lieux à la fois général, ne retenant en règle que la doctrine récente, et spécifique, en commentant avant tout les arrêts plus récents. Et dans cet exercice, je tiens à le souligner, l'aide substantielle de M. le référendaire Patard m'a été précieuse. Mes remerciements vont également à M. le secrétaire en chef du secrétariat du parquet et à son adjointe pour la supervision administrative, ainsi qu'au service de la concordance des textes pour la traduction dans un délai relativement bref, il faut bien le reconnaître, en langue néerlandaise de la version écrite. Je l'en serai gai. Dans le souci de réserver le temps qu'il convient aux éloges funèbres, malheureusement particulièrement nombreux l'année judiciaire écoulée, et tenant compte de l'intervention annoncée de Madame le Premier Président, je me bornerai à un très bref aperçu des aspects juridiques examinés dans la version écrite de la Mercuriale. Et donc, le lecteur bienveillant, intéressé, pourra, s'il le souhaite, y trouver les développements souhaités et que j'espère qu'ils rencontreront son agrément, à défaut d'être d'accord sur le fond. La Mercuriale est donc divisée en 3 chapitres et une conclusion. Le premier chapitre consiste en un rappel de la coutume en tant que source de droit international. Le deuxième est consacré à la coutume internationale dans l'ordre juridique belge. Et le troisième chapitre, celle-ci, dans la procédure de cassation, ce qui nous intéresse peut-être au premier chef. Alors venons-en directement à ce premier chapitre, donc la coutume comme source de droit international, et ici ce n'est qu'un rappel. Ce chapitre est divisé en 2 sections, et ce sera le cas pour tous les chapitres, pour les 2 autres aussi. Première section consacrée à la notion, la genèse, la portée et les caractéristiques de la coutume internationale. Seconde section qui rappelle les instruments d'identification de la coutume. Quant à la notion, la coutume, comme source de droit, n'est pas un concept propre à l'ordre juridique international. Les droits internes le connaissent également, même si, en conséquence de l'omniprésence de la norme écrite, son rôle y est particulièrement réduit. Dans l'ordre juridique international, vous le savez, c'est l'inverse. La coutume représente une source fondamentale, à la fois par son antériorité et par son caractère général. Il ne fait de doute que, bien longtemps, elle a été le socle du jus inter gentes, donc le droit entre les peuples, le droit entre les nations, c'est-à-dire du droit international public, en fin de compte. Et ce, par opposition, je l'ai déjà dit, au droit interne, lequel est un ordre juridique distinct. Comme le souligne le doyen Jean Salmon, et je le cite, de très nombreux domaines du droit international ont une origine essentiellement coutumière. Ainsi, la procédure arbitrale, la responsabilité internationale, le droit maritime international, les relations diplomatiques et consulaires, les immunités d'État, et j'en passe, fin de citation. Ceci étant, ce très éminent auteur et professeur reconnaît que, je le recite, son importance actuelle, et cela remonte déjà à une dizaine d'années, ce constat, est difficile à établir,
la prolifération de règles issues de traités et d'actes accomplis par les organisations internationales ont pour effet de rétrécir son champ d'action. Fin de citation. Ici, je crois pouvoir devoir me démarquer de mon professeur. En effet, il n'en reste pas moins que l'importance de ce droit coutumier international reste telle que le 13 novembre 2018, en sa 73e session, la 6e commission de l'Assemblée générale des Nations unies adopta un projet de la Commission de droit international, un autre organe des Nations unies, sur la détermination du droit international coutumier. Il n'y a donc pas tellement longtemps. Quant à l'importance et à l'actualité de cette composante du droit des gens, le rapport de la Commission du droit international, en son commentaire général, validé par la 6e commission, énonce, et je cite, « Certains domaines importants du droit international sont encore régis essentiellement par le droit international coutumier lorsqu'il n'existe que peu ou pas de traités applicables. Même lorsqu'un traité est en vigueur, les règles du droit international coutumier continuent de régir les questions non visées par celui-ci et les relations avec et entre les États non partis. De plus, les traités peuvent renvoyer aux règles du droit international coutumier et ces règles peuvent être prises en considération pour l'interprétation des traités conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il peut en outre être nécessaire, parfois, de déterminer le droit applicable à l'époque où certains faits se sont produits, le droit intertemporel. Ce qui peut être le droit international coutumier, même si un traité est désormais en vigueur. En tout état de cause, une règle de droit international coutumier peut subsister et rester applicable séparément d'un traité, même si les deux ont le même contenu, et même entre les parties au traité. Ceci ressort notamment de la jurisprudence de la Cour internationale de justice. Enfin, si l'on a parfois tendance à résumer le droit international coutumier aux cas traités par la Cour internationale de justice siégeant à La Haye, c'est là passer sous silence qu'une branche du droit international coutumier, à savoir le droit pénal international coutumier, est toujours, aujourd'hui encore, d'une actualité brûlante. Et c'est là que la Cour pénale internationale, siégeant également à La Haye, est principalement à la manœuvre. Ainsi, commençons par la Cour internationale de justice. En vertu de l'article 38, paragraphe 1er, approuvé par loi belge du 14 décembre 1945, je cite, « La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique à les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant les règles expressément reconnues par les États en litige, p. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit. » La formule est assez particulière, j'y reviendrai dans quelques instants. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées, vous noterez, le texte a peut-être un peu vieilli. Enfin, sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. Alors voilà, cet article 38, paragraphe 1er, est certes très important, mais il ne rend toutefois qu'imparfaitement compte des caractéristiques de la coutume, que ce soit, premièrement, quant à son rang dans le droit des gens, 2, quant à son autorité par rapport au traité, 3, sa singularité par rapport aux principes généraux du droit, 4, singularité par rapport au jus cogens, 5, son impact en droit international pénal, et c'est cela que je vais, dans un bref survol, aborder maintenant. Donc, quel est le rang de la coutume internationale dans le droit des gens? Eh bien, l'article 38 la place après le traité, mais avant les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. Cela ne met pas vraiment en relief son importance réelle, certes relative en termes d'application territoriale, par rapport au traité. Ces derniers, j'en conviens volontiers, représentent l'essentiel de la production formelle du droit international. Néanmoins, le champ d'application des traités apparaît en fin de compte limité, que ce soit d'un point de vue sectoriel, donc matériel, ou en termes de destinataire. En réalité, la coutume, doublée parfois du jus cogens et accessoirement les principes généraux du droit, constitue la seule source d'un droit
international général. Son autorité par rapport au traité. Soyons clairs, là aussi l'article 38 ne permet pas de véritablement apprécier qu'en réalité, son autorité est équivalente à la norme écrite que constituent les traités. Je vous l'ai déjà dit il y a quelques instants en lisant l'extrait du rapport de la CDI. Selon feu le juge international argentin Julio Alberto Barberis, je cite, « Les normes conventionnelles et coutumières sont sur le même plan hiérarchique dans l'ordre international. Autrement dit, il n'existe pas entre les deux de différence de degré en raison de leur origine. En cas de conflit d'application à un cas concret entre une coutume et un traité, ce conflit doit être résolu selon le principe lex posterior derogat lege priori, ce qui veut dire qu'un traité prévaut sur une coutume antérieure et qu'à son tour, une coutume postérieure a la primauté sur le traité. Ce principe, et c'est assez logique, ne s'applique pas lorsque la norme coutumière antérieure a le caractère de jus cogens, j'y reviendrai, à laquelle un traité postérieur ne peut déroger. » Fin de citation. Donc, sur ce point, petit constat en passant, la coutume internationale se démarque nettement de la coutume de droit interne dont nous savons qu'il est admis qu'elle ne saurait prévaloir sur la norme écrite. Singularité maintenant par rapport aux principes généraux du droit. Là, chers collègues, chers invités, chers auditeurs, les choses deviennent moins claires. La distinction entre les deux sources de droit international que sont la coutume et les principes généraux du droit, il y a de la mouvance, comme l'on dit. Ces derniers, en effet, les principes généraux du droit, sont susceptibles de recevoir plusieurs sens. Certains d'entre eux entraînant une superposition de concepts, de coutumes et de principes généraux. Suivant une doctrine autorisée, je cite, « Par principes généraux de droit, on peut entendre l'ensemble des règles de droit régissant les rapports internationaux, et maintenant tenez-vous bien, c'est-à-dire en fait tout le droit international commun. » Mais oui, quelque part, oui. La Cour permanente de justice internationale, donc celle qui a précédé la Cour internationale de justice, dans son arrêt célèbre, dans l'affaire du Lotus, adopta cette conception des principes généraux du droit. Mais il faut bien reconnaître que ça nous aide qu'au moyennement. Enfin, singularité par rapport au jus cogens, c'est-à-dire, par jus cogens, on l'entend, les normes impératives du droit international général. Et il y en a. En effet, reste à préciser que l'article 38, dont j'ai parlé à l'entame, est incomplet en ce que l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 22 mai 1969 dispose que, je cite, « est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. » Aux fins de la présente Convention, donc celle de Vienne, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble, en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de droit international général ayant le même caractère. Fin de citation. Et dans son article 64, le traité, sous le titre, je cite, « Survenance d'une nouvelle norme impérative du droit international général », jus cogens, cet article dispose que, je cite, « Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin. » Fin de citation. Certes, en droit positif international contemporain, la mise en œuvre du droit international pénal est largement réglée par des traités. Néanmoins, la coutume internationale, doublée du jus cogens, garde incontestablement un rôle déterminant dans le droit pénal international. Et comme nous allons voir, les normes du jus cogens sont et restent, en cas d'échec du droit pénal international codifié, pour une bonne part, l'épine dorsale du droit international pénal, notamment en ce qui concerne la prévention et la répression de certains crimes tels l'esclavage, la torture,
la prohibition du génocide, la prohibition de l'agression, nous y voilà, et de l'apartheid. La Commission du droit international vient d'adopter d'ailleurs un fort intéressant projet de conclusion concernant la détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international général, dit jus cogens. Ressortissent ainsi au jus cogens, et j'aime beaucoup cette définition, les normes impératives du droit international général qui reflètent et protègent les valeurs fondamentales de la communauté internationale. La CDI est formelle. Je cite, « Ces normes sont universellement applicables et sont hiérarchiquement supérieures aux autres règles du droit international. » La conclusion numéro 5 de son rapport relative au fondement des normes impératives du droit international général nous importe en particulier dès lors que la CDI y énonce deux fondements de ce dernier, donc de ce droit, de ce jus cogens, et elle commence par le droit international coutumier est le fondement le plus commun des normes impératives du droit international général, jus cogens. Il mérite ainsi d'être souligné que par rapport au jus cogens, la CDI détermine une hiérarchie de fondements en considérant que c'est la coutume internationale qui est le plus commun. La conclusion numéro 23 est d'une importance particulière dès lors qu'elle énonce, sans préjudice de l'existence ou de l'émergence ultérieure d'autres normes impératives du droit international général, une liste non exhaustive de normes que la Commission a précédemment désignées comme ayant ce statut figure dans l'annexe du présent projet de conclusion. Je cite donc toujours la CDI. Quelles sont ces interdictions qu'elle a vraiment épinglées comme étant l'essentiel de ce qui devrait être la protection pénale internationale, sans discussion aucune? Il s'agit de l'interdiction de l'agression, l'interdiction du génocide. Vous constaterez que dans mon énumération, la CDI commence par l'interdiction de l'agression. L'interdiction du génocide, l'interdiction des crimes contre l'humanité, les règles fondamentales du droit international humanitaire, l'interdiction de la discrimination raciale et de l'apartheid, l'interdiction de l'esclavage, l'interdiction de la torture, le droit à l'autodétermination. In fine, mais tout aussi important, faut-il le dire. Et il saute donc aux yeux que les normes de jus cogens reprises au littérat A à D et G, dont je viens de parler, sont, au regard de l'agression dont a été victime notamment l'Ukraine depuis 2014, d'une pertinence particulière. Venons-en maintenant à l'impact de la coutume internationale en droit international pénal, indépendamment du jus cogens. Ceci nous amène donc à une dernière précision, et je pense très modestement qu'elle est de taille. C'est le droit pénal international coutumier qui, par les soins de juridictions militaires ad hoc, a légitimé la justice pénale internationale à Nuremberg et dans les procès subséquents liés aux crimes nazis, et à Tokyo. C'est toujours lui qui a régulièrement fondé la répression des crimes commis en ex-Yougoslavie ou au Rwanda, en Libye ou au Soudan. Certes, la communauté internationale s'est dotée d'une cour pénale internationale. En effet, en exécution de la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide du 9 décembre 1948, et grâce à un projet complet préparé par la CDI à la demande de l'Assemblée générale de l'ONU, ensuite approfondi par un comité ad hoc, toujours à la demande de l'Assemblée générale, la conférence diplomatique de plénipotentiaires des nations siégeant à Rome du 15 juin au 17 juillet 1998 adopta le fameux statut de Rome. L'on notera 120 voix pour, 7 contre, 21 abstentions. Ce qui est intéressant sont ceux qui n'ont pas signé. N'ont pas signé les poids lourds internationaux, et pas les moindres. La Chine, alors tenez-vous bien, les États-Unis d'Amérique, Israël, l'Inde ne l'ont pas ratifié. La Russie l'a signé,
et ça en 2000, mais à ce jour ne l'a pas ratifié et n'est donc pas davantage partie au statut. Entré en vigueur le 1er juillet 2000, l'on aura fêté ce 1er juillet écoulé le 20e anniversaire de son existence. Mais il aura fallu attendre le 14 mars 2012, 10 ans, pour qu'elle rende son premier arrêt au fond. C'est dire qu'elle a travaillé en profondeur. Si le droit international pénal est de plus en plus réglementé par le droit international conventionnel, il reste le constat qu'il y a coexistence entre le droit international coutumier pénal, doublé du jus cogens, et les conventions internationales. Et dans le silence des traités internationaux, le droit pénal international coutumier, doublé du jus cogens, le cas échéant, continue à être la base de la répression en droit international. Encore quelques mots sur ce sujet. Pour ce qui est de la Cour pénale internationale, le statut de Rome distingue entre les conditions préalables à l'exercice, c'est l'article 12, et l'exercice de la compétence, c'est l'article 13. Alors, en résumé, pour faire bref et simple, il convient de distinguer deux hypothèses. Soit l'État, soit on se trouve dans une situation où est concerné un État parti au statut, soit il ne l'est pas, respectivement, toutes les autres hypothèses. Alors, en ce qui concerne les États non partis au statut de Rome, diverses hypothèses. La première, et elle nous concerne dans l'actualité, la Cour peut juger des crimes repris à l'article 5 du statut lorsque l'État non parti à celui-ci, sur le territoire duquel le crime a été commis ou dont le suspect a sa nationalité, a, par une déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour faite au greffier de celle-ci, sur en application de l'article 12, reconnu la compétence de la Cour. Cette hypothèse couvre le cas de l'Ukraine. Tant pour ce qui est des actes incriminables commis dans le conflit russo-ukrainien ayant éclaté le 24 février écoulé, suite à l'invasion du territoire ukrainien par les troupes russes, mais aussi ceux commis dans des circonstances similaires en Crimée, également territoire ukrainien, en 2013 et 2014. Dans ses premières agressions russes, l'Ukraine, en qualité d'État non parti au statut de la Cour, avait accepté à 2 reprises la compétence de cette dernière pour des crimes internationaux commis sur son territoire. Fort de cette reconnaissance, le bureau du procureur a pu, en mars 2022, se déplacer sur le terrain, en Ukraine, pour y entamer une enquête sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans le Donbass et ailleurs en Ukraine. L'autre hypothèse est encore plus parlante, si j'ose dire, pour le propos que je vous tiens aujourd'hui. La Cour pénale internationale peut intervenir lorsque le Conseil de sécurité, agissant sur la base du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, saisit le procureur de la Cour pénale internationale. Et ce cas s'est présenté à diverses reprises. Il est surtout intéressant lorsque on n'a vraiment personne qui est parti au statut. Tant l'État concerné, tant la victime, tant l'acteur, et personne ne veut être parti au statut. Néanmoins, ce mode de saisine a été utilisé à 2 reprises pour les crimes commis d'une part en Libye et d'autre part au Soudan, au Darfour. Et donc finalement, le fondement de tout cela, c'est toujours et encore le droit pénal international coutumier, doublé en l'espèce du jus cogens. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet. La Mercuriale n'a pas l'ambition de faire une analyse exhaustive de cette situation, mais enfin, je tenais à le rappeler dans le cadre du focus qu'est l'importance du droit coutumier international. Toujours dans ce premier chapitre, brièvement, les instruments d'identification de la coutume, il y en a 2. Cette section est divisée en 2 paragraphes. Le premier concerne les notions, le second examine le contenu. Comme je l'ai dit, je ne fais que survoler ici. Donc, d'abord, pour la notion, eh bien, dans de nombreux cas, la question de l'identification de la coutume ne se pose pas. Il y a par contre des cas où les choses sont moins claires. Comment déterminer alors si la règle qui est invoquée a nature coutumière? Et c'est ici qu'interviennent les 2 éléments déterminants l'existence de la coutume, à savoir une pratique constante,
c'est la consuetudo, et la conscience du caractère obligatoire, à savoir l'opinio iuris. Ces deux concepts sont formalisés dans l'article 38, paragraphe 1er du statut de la Cour internationale de justice, dont j'ai déjà fait lecture tout à l'heure, et qui indique que celle-ci applique, et je cite, la coutume comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant de droit. La formule, à vrai dire, est étrange. Certes, on y trouve décrits les deux éléments déterminants classiques de la coutume. Cependant, comme le relève le professeur Verhoeven, et je cite, « Ces termes ne sont pas très clairs, particulièrement dans la référence qui est faite à la preuve d'une pratique qui est fournie par la coutume, alors qu'on se serait plutôt attendu à l'inverse, c'est-à-dire à ce que ce soit la pratique qui fasse preuve d'une coutume. » Selon Barberis, dont j'ai parlé tout à l'heure, cette rédaction se rattache en réalité à une école historique du droit international, aujourd'hui disparue, pour laquelle la coutume constituait, je cite, un moyen de rendre connaissable aux hommes un droit préalable. Fin de citation. L'examen de leur contenu, très brièvement, pour ce qui est de la consuetudo, il est généralement admis que l'élément matériel de la coutume est identifié au travers de 4 caractéristiques. Il doit s'agir d'une pratique étatique, générale et constante. En ce qui concerne l'opinion iuris, il s'agit ici donc de l'acceptation de la pratique comme étant le droit. Et la preuve de cette acceptation comme étant le droit peut revêtir une variété de formes, une large variété de formes. Je renvoie ici également à la version écrite de la Mercuriale. Venons-en maintenant au deuxième chapitre, c'est-à-dire la coutume internationale dans l'ordre juridique belge. Ce chapitre, comme je l'avais annoncé, divisé en 2 sections. La première, elle-même subdivisée en 3 paragraphes, analyse successivement le principe, les caractéristiques et les domaines d'application de la coutume internationale en droit belge. La seconde section se penche sur la question de la primauté sur la norme interne. Là, c'est une question épineuse. Je l'évoquerai, je ne l'évacuerai pas, mais je vous renverrai définitivement à la version écrite. Donc, rappelons simplement qu'en Belgique, il est enseigné depuis très longtemps que le droit international coutumier s'applique automatiquement dans l'ordre juridique interne. C'est l'application de la maxime anglaise « International law is part of the law of the land ». Fin de citation. L'idée qu'elle exprime est non seulement celle d'une application de la règle internationale dans l'ordre juridique interne, mais aussi, de surcroît, une application de plein droit, sans formalité particulière de réception, et c'est assez logique. Quant au domaine d'application, Jean Salmon, dans sa contribution au mélange Gansoff-Van der Meersch, qui couvre la période de 1830 à 1976, répartit en 8 catégories les diverses applications du droit coutumier international par les tribunaux belges. Cette classification reste, pour l'essentiel, pertinente. On ne peut pas dire qu'elle ait véritablement vieilli, mais il est vrai que depuis lors, grâce à la jurisprudence de votre cour, il y a pas mal de choses qui s'y sont rajoutées. Aussi, M. Patard m'a proposé une autre classification qui m'a tout autant séduite, à savoir classement par matière. En effet, dit-il, et je le rejoins, on peut superposer un autre classement qui prend en compte la nature immédiate ou non de l'application du droit international coutumier. Et les hypothèses envisagées se répartissent en effet en 3 catégories distinctes. La première catégorie est celle où le juge belge fait directement application de la coutume internationale en tant que telle, parce qu'une des parties qui comparaît devant lui prétend trouver dans cette coutume un droit qu'elle veut faire respecter. Les 2 autres catégories, c'est où le droit coutumier international n'est envisagé qu'au titre de l'examen des conditions d'application de la loi belge, soit que celle-ci fasse référence au droit international, soit qu'une question de droit international doive être réglée de manière préjudicielle avant que le juge ne puisse faire application de sa loi nationale.
Cette typologie, nous trouvons, présente un intérêt particulier du point de vue de la procédure de cassation. En effet, historiquement, les moyens qui critiquent l'application directe de la coutume internationale par le juge du fond se sont heurtés à un certain obstacle lié à la nature du contrôle exercé par la Cour. J'y reviendrai dans quelques instants. Autre point, c'est la primauté sur la norme interne. Je me bornerai à vous signaler que nous pensons, que le dernier état de la question, après une évolution sinusoïdale, est centré sur l'arrêt de la Cour du 12 février 2003 concernant les poursuites visant le Premier ministre israélien Sharon. Cet arrêt considère, et je cite, que la coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'État et de gouvernement en exercice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux États concernés, faire l'objet de poursuites devant les juridictions pénales d'un État étranger, fin de citation, et c'était le cas en l'hypothèse, nonobstant une législation nationale donnant une compétence pénale universelle relative à la Belgique. Cet arrêt a donné lieu en doctrine à des lectures et conclusions divergentes. Pour certains, l'arrêt du 12 février 2003 établit le principe d'une primauté du droit international coutumier sur le droit interne. J'aimerais le croire, et c'est une lecture qui me plaît beaucoup. Mais bon, en toute hypothèse, on remarquera, les commentateurs de cet arrêt, indépendamment des divergences d'analyse, semblent tous considérer que l'effet direct de la coutume est ou serait une condition de sa primauté éventuelle, je dirais, à suivre. Enfin, troisième chapitre, la coutume internationale dans la procédure de cassation. 2 sections. La première examine l'hypothèse du moyen fondé sur la violation de la coutume et la seconde section évoque le délicat exercice de l'identification de la coutume. Alors, quant au moyen fondé sur la violation de la coutume, au terme de l'article 147 de la Constitution, et ici je ne vous apprends vraiment rien, il y a pour toute la Belgique une cour de cassation. Cette cour ne connaît pas du fond des affaires. Donc, autrement dit, elle ne connaît pas le fait. L'article, et ça a une importance par la suite, l'article 608 du Code judiciaire dispose que la Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Alors voilà, on considérait traditionnellement que ces deux limites à l'office de la Cour l'empêchaient de connaître d'un moyen pris de la violation de la coutume internationale. Un contrôle de la Cour n'était toutefois pas totalement exclu, et elle l'a fait, mais elle le faisait de manière médiate, par le truchement d'une disposition de droit interne qui était soumise à discussion. Un arrêt du 12 mars 2001 de la Cour a marqué un important revirement de jurisprudence. La Cour y a en effet admis qu'il est en sous-pouvoir de connaître d'un moyen directement pris de la violation d'une règle coutumière internationale. Plusieurs arrêts ultérieurs ont embrayé, ont suivi, ont confirmé la recevabilité du moyen invoquant la violation directe du droit international coutumier. Je passe sur l'arrêt du 12 février 2003 dont je viens déjà de parler. Ce qui me paraît encore plus parlant d'un point de vue de la recevabilité du grief, c'est l'arrêt du 22 novembre 2012 par lequel la Cour a pour la première fois prononcé une cassation pour violation directe de la règle coutumière internationale sans discussion aucune. Je le pense en tous les cas. Nous le pensons. Plus récemment, en 2019, la Cour a rendu coup sur coup 2 nouveaux arrêts statuant sur un grief pris directement de la violation du droit coutumier international en matière d'immunité de juridiction des États étrangers. Enfin, la cause jugée par la Cour le 27 juin écoulé, rendue sur mes conclusions écrites, et dont question à l'entame de la mercuriale, est, je le dirais en toute modestie, remarquable, en ce que la Cour va se fonder
sur le droit international coutumier pour trancher, et elle le fait de façon précise, sans ambiguïté, me paraît-il. Je salue donc encore une fois ici la qualité de la rédaction de cet arrêt sous la présidence de M. Storck. Quant à l'identification de la coutume, la question de l'identification de la règle coutumière s'est posée avec une acuité croissante au cours des dernières années. Les premiers arrêts rendus après que la Cour ait confirmé la recevabilité du moyen, pris directement de la violation de la coutume internationale, ont concerné des règles incontestables du droit coutumier international public. L'immunité de juridiction des chefs de gouvernement, des États, le principe ne impediatur legatio. Dans certains cas, les arrêts de la Cour s'inscrivent dans un flux jurisprudentiel qui a vu la Cour internationale de justice déterminer la portée des règles que l'on demande à la Cour de cassation d'appliquer. L'affaire Sharon, traitée avec brio, si vous me permettez ce compliment, par notre deuxième chambre, est ainsi quelque part la suite logique de l'arrêt Hierodia de la Cour internationale. Et au fur et à mesure que le contentieux se développe, la tâche de la Cour est moins aisée. Les applications de la règle coutumière portant sur des points de plus en plus précis, partant de moins en moins susceptibles d'avoir fait l'objet d'un précédent. Un mécanisme permettant de surmonter ces difficultés consiste à codifier les règles coutumières en les énonçant formellement dans un traité. La transposition écrite permet ainsi de préciser les détails d'application de la règle coutumière. Mais ce procédé ne va pas s'en poser question. Ainsi, parmi d'autres, la codification change-t-elle la nature intrinsèque de la règle? Les choses ne sont davantage pas plus claires, me semble-t-il, ici que sur d'autres questions déjà abordées. M. Patard et moi-même avons tenté d'y répondre dans la version écrite et je me permets de vous y renvoyer. Et je conclus. Le contrôle du respect par les juges belges de la règle coutumière de droit international a toujours été assuré par la Cour de cassation, même s'il est devenu plus franc, parce que plus direct, depuis une vingtaine d'années. Cette évolution fait écho à 20 ans d'écart à celle qu'avait connue le domaine du droit international privé lorsque la Cour a accepté d'exercer un contrôle direct sur l'application du droit étranger par le juge belge. Ce fut un saut significatif dans notre jurisprudence. Ce contrôle de la règle coutumière internationale, il ne faut pas se le cacher, est un exercice délicat. En particulier est cela pour les magistrats de tradition juridique européenne continentale, essentiellement formés au droit écrit, praticiens de celui-ci, et de surcroît, lorsqu'ils chérissent le dogme du texte clair, un exercice non quotidien et peut-être plus périlleux que le processus classique de l'interprétation des règles formellement codifiées. Le professeur Rigaud avait clairement identifié le problème dès 1967. Présidant l'évolution qui est intervenue au début du XXIe siècle, il soulignait les problèmes auxquels la Cour serait confrontée. Il relevait que la tâche de dire le droit international, et je cite, diffère notablement de l'affirmation du contenu de la loi nationale, non tant en raison de ce qui sépare un texte de droit écrit d'une règle coutumière, celle-ci plus rebelle à une affirmation distincte, que parce que le droit international général relève d'un ordre qui dépasse infiniment le cercle d'attribution d'une Cour suprême nationale. Fin de citation. Et il rappelait, je recite, « Quand elle interprète la loi nationale ou en comble les lacunes, et jusqu'à ce que le législateur vienne, le cas échéant, contester son interprétation, la Cour de cassation, chers collègues, ne saurait se tromper. » En disant le droit, elle dégage souverainement, pour tous les organes de l'État dont elle unifie la jurisprudence, le sens, la portée et le contenu de la loi, texte inerte auquel la jurisprudence des tribunaux donne vie et contour. Fin de citation,
Et permettez-moi l'expression en anglais, that's the point. C'est exactement de cela qu'il s'agit quand vous travaillez, quand vous rendez des arrêts. Et modestement quand nous essayons de vous assister. En revanche, ajoutait-il, et je cite, « Pour poser un principe de droit international, elle, la Cour, doit interroger d'autres sources de droit que sa propre jurisprudence. Et dégageant le contenu d'un précepte qui s'est formé en dehors d'elle, elle risque nécessairement, chers collègues, sinon de se tromper, au moins de prendre parti dans une controverse doctrinale que sa seule autorité est impuissante à trancher. » Et il poursuit, « Si malencontreuse qu'en soit l'expression, l'ancienne formule d'après laquelle l'affirmation du contenu de la coutume internationale est une, citation dans la citation, question de fait, eh bien, cette affirmation n'est pas privée de toute signification. On en retiendra que pour la Cour de cassation, il s'agit d'un travail de reconstitution, ce qui est un autre exercice. » Fin de citation. Enfin, je viens de rajouter le dernier terme. Que le poids des juridictions nationales dans la détermination du droit international coutumier ne doit aucunement être sous-estimé a été souligné dans une étude entreprise par le secrétariat de la CDI à la demande de ces dernières, portant sur le rôle des décisions des juridictions nationales dans la jurisprudence des cours et tribunaux internationaux de caractère universel, relative à la détermination du droit international coutumier. Cette étude fut menée en complément et en préparation des conclusions de la CDI sur la détermination de la coutume de droit international, dont question au début de la Mercuriale. Alors voilà, la mission qui est donnée à la Cour, parquet et siège, est comme bien souvent délicate, voire difficile. Je conclurai avec les mots de Motulski, qui en fin de sa thèse de doctorat a écrit, je cite, « Le droit n'atteint sa plénitude qu'en se réalisant. Le jeu des sphères individuelles qui composent l'activité humaine ne se laisse point surprendre dans la spéculation abstraite, mais uniquement dans le microcosme des cas d'espèce. Et quand il sera admis que les collisions de ces sphères, quelle que puisse être leur nature et leur ampleur, n'ont d'autre signification que de former précisément des cas d'espèce justiciables de la seule réalisation du droit, alors un pas décisif aura été fait vers cette, citation dans la citation, harmonie de toutes les fins dans laquelle Kant voyait l'apanage du droit et qui, nous, dit Motulski, en demeurons pénétrés sera un jour créé par lui. Fin de citation. Sans doute, Madame le Premier Président, Monsieur le Président, Messieurs les présidents de section, Messieurs les conseillers, Messieurs les avocats généraux, Madame le Premier avocat. Sans doute, est aussi en ce domaine complexe du droit coutumier international que la Cour est invitée à démontrer sa plus-value décisive dans le concert des juridictions belges, voire internationales, et notre barreau nous y aidera. Je vous remercie de votre attention pour cette mercuriale, qui, Madame le Premier Président, n'est pas encore terminée, comme vous le savez. J'ai maintenant le pénible devoir de présenter les éloges funèbres, ce que je vais faire de ce pas. Le 21 octobre 2021, nous apprenions le décès survenu à Hoboken de Denis Holsters,
président émérite de la Cour de cassation et ancien président du Conseil national de l'Ordre des médecins, Denis Holsters avait 91 ans. Avant de rejoindre la magistrature, Denis Holsters, au terme de ses humanités, alors qu'il venait de perdre son père, fut engagé en 1947 comme ouvrier au Boomse Metaalwerken, au moment où ses compagnons de classe, plus aisés, entamaient des études universitaires. Fils unique, il subvint aux besoins de la cellule familiale. De 1948 à 1960, il exerça les fonctions d'employé au greffe du tribunal de première instance d'Anvers. Il entama en parallèle un cursus universitaire et devint docteur en droit en 1957. Denis Holsters orienta ensuite sa carrière vers la magistrature, tout en devenant l'assistant pour le cours de droit pénal et de procédure pénale du professeur Van Onste, futur procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles, et du professeur Châtel, ancien premier président de notre cour. Substitut de l'auditeur militaire en campagne en 1960, il rejoint le parquet du procureur du roi à Anvers comme substitut en 1965 et il est nommé premier substitut en 1970. Le parquet général de la capitale l'appelle en septembre 1974 et le 31 décembre de la même année, au moment de la création de la Cour d'appel d'Anvers, il y est nommé avocat général. Entre-temps, Denis Holsters, pour ceux qui l'ont connu, savent qu'il n'allait pas s'arrêter là, explore d'autres domaines, et ce en diverses qualités. Il est ainsi conseiller du ministre de l'Intérieur Herman van der Poorten de 1966 à 68, et de janvier 73 à juin 77, et ensuite, à partir de 80, chef de cabinet du ministre toujours du même. De décembre 81 à septembre 83, il exerce la même fonction au même département dirigé par le ministre Jean Gol. Et c'est à ce titre-là que je l'ai rencontré pour la première fois. Et il a fait impression. Est-il nécessaire d'ajouter que le cheminement du président Holsters, du greffe d'un tribunal jusqu'à la Cour, en passant par divers parquets et aussi par les cabinets de 2 ministres de la Justice, lui a permis d'acquérir une connaissance de l'organisation et de l'administration judiciaire à nul autre pareil dans son temps. Les mérites de Denis Holsters devaient nécessairement attirer l'attention de la Cour, qu'il rejoignit en 1983. Son expérience de pénaliste le destinait à la 2e chambre qu'il n'a jamais quittée. Et comme le disait le premier président Pierre Marchal lors de l'installation du président Holsters, je le cite, « Quiconque a eu le privilège d'assister à ces délibérations reste sous l'impression de la force convaincante de ses analyses juridiques, de son attention toujours en éveil, de son soin du détail comme de l'ensemble, le sens critique qui le conduisait à tout vérifier, n'avait d'égal que l'ouverture d'esprit qui le faisait accueillir toute suggestion susceptible d'amener une bonne solution. » Madame Cécile Draps, avocate honoraire à la Cour de cassation, ancien bâtonnier de l'Ordre, est décédée le 8 décembre 2021. Madame le bâtonnier Draps ne souhaitait pas d'hommage officiel. Néanmoins, je prends sur moi de faire un bref éloge. Docteur en droit et licencié en sciences politiques et diplomatiques, l'un et l'autre avec grande distinction, Cécile Draps a accumulé les distinctions et les prix. Parmi ceux-ci, l'un des plus prestigieux, le prix René Marc. Lauréate du concours universitaire, Cécile Draps réussit à obtenir à 2 années d'intervalle le prix des anciens présidents du jeune barreau et le prix Janson, faisant ainsi la preuve qu'elle excellait à la fois dans son cabinet de consultation et à la barre. Comme le soulignait le premier président Boters, lorsqu'il reçut le serment d'avocat à notre cour de maître Draps le 22 décembre 1980, certaines de ses publications et de ses interventions et certains de ses rapports, rédigés à l'occasion de colloques ou de congrès, témoignaient de son intérêt
pour les grandes options politiques, sociales et humanitaires, ainsi que de sa générosité et de son engagement envers ce qui, à ses yeux, méritait d'être défendu. Monsieur le Président Storck et Madame le Premier Avocat général Mortier ont représenté les chefs de corps de la Cour et du parquet retenus par les devoirs de leur charge aux obsèques de Cécile Draps. Et comme l'a exprimé Monsieur le Président Storck dans l'allocution qu'il prononça aux obsèques de Cécile Draps, lorsque, en 1978, sous l'impulsion du bâtonnier Dassès, a été créée la formation professionnelle du barreau de cassation, Cécile Draps ne manqua pas de s'y inscrire. Et c'est à elle que, parmi les premiers diplômés, le jury décerna les notes les plus élevées, sans surprise. Très rapidement, et je cite toujours le président Storck, en adhérant à tout point à ses propos, Maître Cécile Draps, entourée d'une équipe animée de la même volonté d'excellence, s'est imposée comme un maître du pourvoi en cassation, joignant à un style souple et pur, une finesse d'analyse et une clarté d'exposition qui n'ont que peu d'égal. Elle a, pendant 3 décennies, saisi la Cour de pourvoi sans défaut, dont plusieurs ont d'ailleurs donné lieu à de grands arrêts. L'enthousiasme de Cécile Draps, sa curiosité, sa solidarité l'ont guidée tout au long d'une vie qui ne fut certes pas exempte d'épreuves et qui lui ont permis d'aller toujours de l'avant, le regard tourné vers le lointain. Le premier président Robert Soutart nous a quittés le 29 décembre 2021, à plus de 99 ans. Docteur en droit, licencié en notariat et en philosophie, ces 3 diplômes ayant été obtenus à l'université de Gand, ce natif de Blankenberg intégra la magistrature gantoise en qualité de juge au tribunal de première instance en 1954, avant de rejoindre comme conseiller la cour d'appel de ce siège en 1970. C'est le 2 avril 1976 que la Cour a reçu le serment du conseiller Soutart, sa réputation d'éminent spécialiste du droit civil et du droit de la procédure l'ayant précédé. Comme l'a dit le premier président Stranard lors de l'installation du nouveau conseiller Soutart, il a apporté à la Cour l'assistance d'un esprit rigoureux, attaché à la clarté de l'exposé du raisonnement et à la perfection de la langue qu'il exprime. Les arrêts rendus à son rapport ou sous sa présidence sont tous marqués par le soin exceptionnel qu'il attachait à leur rédaction, condition nécessaire pour assurer l'exactitude et la clarté de la norme de droit, ce qui constitue assurément l'exigence la plus impérieuse de la dialectique interprétative de la Cour. Qui d'entre nous n'a pas lu un jour son étude, qui a d'ailleurs connu la plus grande diffusion, et je cite, c'est le titre, « Is een cassatie arrest leesbaar » en français, un arrêt de cassation est-il lisible? Je ne vous cacherai pas, mes chers collègues, que les jeunes que nous étions à l'époque, cela nous a interpellés. En effet, nos arrêts alors n'étaient lisibles finalement que par les spécialistes, à commencer par nos avocats. Mais les temps changent et nous avons pensé qu'il serait peut-être bon que le justiciable comprenne aussi. Et donc, nous avons revu de fond en comble la manière de rédiger les arrêts, le style direct. Robert Soutart y a été pour beaucoup dans la mesure où il a, comme on dit communément en français, populaire poussé à la charrette. Cette étude eut un retentissement au-delà de nos frontières, puisque M. Pierre Arpaillange, à l'époque procureur général près la Cour de cassation de France, et qui devint plus tard garde des Sceaux, écrivant, après avoir pris connaissance des réflexions du conseiller Soutart, et je cite, « Cette question est importante en France, également. Et les difficultés de lecture de certains arrêts sont sans doute l'un des éléments de ce vaste problème de l'accroissement du contentieux devant les juridictions suprêmes. » Fin de citation, et je pense que M. le garde des Sceaux, Arpaillange, avait raison.
C'est aussi parce qu'il était particulièrement conscient que cette exigence ne permet aucune approximation, qu'il est sans doute parmi les membres de la Cour celui qui a pris sur lui la part la plus lourde de la tâche ingrate que constitue le contrôle de la concordance du texte des arrêts dans l'autre langue. Le premier président Soutart, qui occupa pendant plusieurs années les fonctions de juge à la Cour de justice Benelux, avant que le choix de ses collègues lui en confie l'une des vice-présidences, a également contribué à la création d'un véritable réseau d'aide sociale, en organisant, en dirigeant, en érigeant diverses institutions au profit des moins valides, avec une attention particulière pour la revalidation des adultes handicapés visuels. Les vies professionnelles et sociales menées par le premier président Soutart ont concilié les goûts de la réflexion et de l'action en répondant, en fin de compte, à une soif de justice. Le 14 avril de cette année, Madame Denise Batté, présidente de section à la Cour de cassation, décédait à Kortenberg à l'âge de 94 ans. Docteur en droit le 22 juillet 1950, Denise Batté s'inscrivit au tableau de l'Ordre des avocats près la Cour d'appel de Bruxelles le 15 décembre 1953 et au tableau du barreau de Louvain le 16 octobre 1960. Denise Batté exerça les fonctions de juge au tribunal de première instance de Louvain de 1967 à 1977 avant de rejoindre la Cour d'appel de Bruxelles fin 1977. Elle fut l'assistante du professeur Rubrecht à la KUL pour les cours de droit pénal et de procédure pénale. Madame le président de section Batté accéda à la Cour de cassation le 7 mars 1985. Elle fut la première magistrate néerlandophone de la Cour et participa immédiatement aux activités du siège de la Eerste et de la Derde Kamer. Par décision du comité de ministres de l'Union économique Benelux du 7 juin 1993, elle fut nommée juge suppléant à la Cour de justice Benelux. Madame Batté maniait non seulement le droit pénal avec aisance, mais aussi le droit tout court, pour reprendre l'expression d'un de ses éminents collègues de l'époque. Et ce, avec un soin tout particulier, et je peux en témoigner, pour la langue, car on la disait possédée par une fringale de dictionnaires et d'encyclopédies. Et je ne suis pas prêt d'oublier ma première entrevue, ma première rencontre avec Madame Batté, en irlandais bien entendu. J'ai eu droit à un cours de langue en 1 heure. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Comme l'a dit le premier président Châtel, après avoir reçu le serment de la nouvelle récipiendaire à la Cour, Madame Batté était une femme dynamique, douée d'un grand appétit de vie. Ses centres d'intérêt allaient vers Mozart. Ce fut un des contenus de notre entrevue. Les peintres naïfs, les brocanteurs, mais aussi les antiquaires. Madame le président de section Batté avait accédé à l'éméritat le 3 juillet 1997. Reste un dernier éloge. Le 19 juin dernier, nous apprenions la nouvelle consternante du décès de notre collègue en fonction et ami, Koenraad Moens. Ce malheur inattendu a ébranlé l'ensemble de notre cour et aussi le monde judiciaire, voire politique. Aucun de nous ne parvenait à y croire. Celui avec lequel nous devisions encore amicalement au palais les jours précédents venait nous quitter brutalement. Diplômé de la KUL, Koen a exercé le métier d'avocat de 1978 à 1994 au barreau de Louvain. Nommé en novembre 1994 juge au tribunal de l'entreprise de Louvain, alors tribunal de commerce, Koen rejoignit la Cour d'appel de Bruxelles en avril 1999. Au cours de sa carrière, avant de nous rejoindre comme conseiller, que ce soit comme juge de paix suppléant, juge au tribunal de l'entreprise ou conseiller à la Cour d'appel, le juge Moens a accumulé une riche expérience juridique, essentiellement dans les domaines du droit civil, du droit commercial, du droit fiscal et du droit disciplinaire. Nous connaissions Koen bien avant son arrivée comme conseiller à notre cour.
puisque, notamment, il contribua à ces travaux en qualité de magistrat délégué à partir de décembre 1999. Ces chefs de corps successifs ont unanimement loué ses grandes capacités d'adaptation à des situations nouvelles, son approche posée et structurée des dossiers les plus complexes, sa gentillesse, sa serviabilité et son très grand sens du devoir. Et nous tous ici présents, le savons, nous qui l'avons côtoyé en nos murs. Kuhn n'était pas que le conseiller travailleur, souriant et collégial que je viens de décrire. Ceux d'entre nous qui ont eu le privilège de siéger avec lui, de participer à une réunion tenue sous sa présidence, appréciaient tant son sens de l'action que sa capacité de décider. Il était un diplomate décideur. Ce n'est pas fréquent. Il menait ses réunions toujours parfaitement préparées, avec un sens du dialogue poussé, avec un esprit de synthèse, une pointe d'humour, à froid, avait régulièrement le don de détendre l'atmosphère si des discussions se révélaient parfois plus ardues, pour le dire gentiment. Il a d'emblée répondu à notre appel. Je pense ici à Madame la Première Présidente et à moi-même, pour reprendre la codirection de la commission d'accompagnement du service de la concordance des textes, secondée ensuite par Madame l'avocat général Herregotz, que je remercie encore une fois pour avoir accepté à l'époque cette tâche, qui était loin d'être évidente, et puis, dans la foulée, par Monsieur l'attaché Bogart, que je remercie pareillement. Et ce, dans des circonstances particulièrement difficiles, formulant suggestions et propositions, consultant, coachant, voire dirigeant avec tact, doigté et fermeté la destinée d'un service particulièrement sensible et fragilisé. Kuhn était un homme avisé. Attentif au point de vue de l'autre, soucieux de le laisser s'exprimer, doté d'une réelle ouverture d'esprit, Kuhn savait s'adapter à toutes les situations et secondait ou représentait dans plusieurs tâches son chef de corps, Madame le Premier Président, et ce avec dévouement, sans faille et une loyauté jamais prise en défaut. Kuhn, qui fut également rédacteur de plusieurs revues juridiques et de plusieurs codes, présidait le conseil d'administration de l'Institut de formation judiciaire. Partager ses connaissances était pour lui un leitmotiv. La formation des magistrats était un de ses chevaux de bataille. Le souci de se former et de former autrui était constant et a été un fil rouge d'une vie professionnelle dédiée à la justice. L'évocation des activités de Kuhn au profit de la magistrature serait incomplète sans citer son investissement au sein du Conseil consultatif de la magistrature, dont il exerça la présidence, et où sa concertation avec notamment les avocats généraux M. van der Linden et notre doyen furent à bien des égards, et entre-temps aussi M. l'avocat général Nollet, fut à bien des égards exemplaire. Le statut de ses pairs était pour Kuhn une préoccupation de tous les instants. Il souhaitait un statut meilleur pour rendre la profession de magistrat davantage attractive, ajoutant que l'indépendance du magistrat est une garantie pour le citoyen et non un privilège pour le magistrat. La Cour a mis en place une commission de réflexion à laquelle participe aussi Monsieur le Président Storck, ainsi que, je pense, oui, également. Eh bien, cette commission de réflexion a eu le mérite de rappeler au Conseil consultatif de la magistrature que le statut ne se résume pas à une vision et à une vue unique. Et donc, si le souhait ministériel existe de voir ce statut aboutir dans les termes les plus rapprochés, il n'en reste pas moins qu'une réflexion approfondie reste
de mise sur un sujet dont il faudra mesurer l'ensemble de l'impact sur l'avenir de la magistrature et surtout sur la possibilité de recruter encore à l'avenir. Le vide que Kuhn laisse aujourd'hui est grand, je pense. Voilà, Madame le Premier Président, j'en ai terminé. Et donc, pour le roi, je requiers qu'il plaise à la Cour poursuivre ses travaux au cours de l'année judiciaire qui commence. J'ai dit, et je vous remercie. Dank u, mevrouw de eerste voorzitter. La Cour remercie Monsieur le procureur général pour ce discours et elle leur donne l'impression de la mercuriale en français et en néerlandais. Het Hof dankt de procureur-generaal voor zijn tussenkomsten en zijn mercurialen en beveelt het drukken in het Frans en in het Nederlands van deze mercurialen. Cette année encore, et comme l'usage le veut désormais, oserais-je employer, pour rester dans la terminologie, la coutume de la Cour, j'estime important et nécessaire de prendre la parole à la fin de notre Assemblée générale publique de rentrée afin de s'attarder sur quelques aspects importants de l'année passée ou de mettre l'accent sur quelques points importants pour l'année à venir. Zowel in mijn toespraak van dinsdag laatstleden naar aanleiding van de installatie van 2 nieuwe advocaten-generaal als in de mercurialen van de procureur-generaal werd er reeds gewezen op de moeilijke periode die we allen doormaken, zowel politiek, maar vooral op menselijk vlak voor de inwoners van een land dat op amper 2000 kilometer afstand ligt. Dans mon discours d'installation de 2 nouveaux avocats généraux, j'ai eu l'occasion de souligner le fait que nous sommes dans une période que je qualifierais d'incertaine et à risque pour l'Europe et toute la planète. Le procureur général vient d'en parler dans sa mercuriale. Il s'agit d'une période même carrément difficile, sans négliger les inconvénients et les difficultés qui en découlent et qui nous accompagneront cet hiver et peut-être plus longtemps encore. Maar ook, u hebt het al gehoord, het Hof van Cassatie heeft zware maanden achter de rug en dit na het verlies van een echt bijzondere collega, Koen Moens. Met een vanzelfsprekende collegialiteit en diplomatie, een grenzeloos engagement voor zijn Kamer, voor het Hof, onder meer de concordatiedienst, maar ook en niet in het minst het IGO, de adviesraad van de magistratuur en meteen voor de rechterlijke macht in zijn geheel, heeft hij met een rustige vastheid vele adviezen en beslissingen voorbereid met de expertise die we hem kenden. Een bijzondere collega die we erg missen. Bij dergelijke moeilijke momenten moeten we positiviteit putten uit de realisatie van bepaalde doelstellingen. En ik nam dinsdag laatstleden reeds de gelegenheid te baat om kort stil te staan bij een paar positieve evoluties van het laatste jaar. Aldus kwam een nieuwe raadsheer ons eindelijk vervoegen op 2 juni laatstleden en op dinsdag 30 augustus was het de beurt aan 2 nieuwe advocaten-generaal. Dit keer gaat het overigens om 2 echte, effectieve nieuwe leden, want om het formaliseren van effectieve plaatsen van advocaat-generaal, plaatsen die tot nog toe alleen ingevuld konden worden via advocaten-generaal met opdracht, zodat men thans kan spreken van een uitbreiding van het kader van effectieven binnen het cassatieparket. Deze verwezenlijking is een van de stappen uit het actieplan 2021-22 Cassatie. Dit plan droeg de toepasselijke naam het Hof van Cassatie in beweging en beoogt nog altijd de bestaande kaders en diensten te versterken om het Hof, eigenlijk de entiteit Cassatie, beter in staat te stellen zijn werk naar behoren uit te voeren en ook voor te bereiden op een grotere begeersautonomie, net als de 2 andere en onderscheiden pijlers, het College van Hoven en Rechtbanken en het College van het Openbaar Ministerie. Un des éléments positifs de l'année judiciaire passée a été la mise en œuvre de ce plan d'action 2021-22 pour la Cour de cassation. Ce plan a d'ailleurs, à raison, été annoncé comme un premier pas et comportait le renforcement de nos rangs par 9 personnes, ceci par recrutement ou par promotion. Il s'agit d'abord de ces 2 nouvelles places d'avocat général dont l'installation a eu lieu mardi dernier. Vient ensuite le renforcement de notre cadre organique des référendaires de 15 à 19 unités,
soit 4 référendaires en plus, suivis de leur nomination, dont l'entrée en fonction s'étend du mois de juin 2022 au printemps prochain. Un renforcement très attendu par tous les collègues. S'ajoute à cela une promotion au service de la concordance dont la sélection est en cours et le renforcement de notre service d'appui par 2 personnes dont enfin un attaché en communication, ce dont nous avions grandement besoin. L'étoffement de ces 2 services est un pas dans la bonne direction. Reste néanmoins en attente notre service de la documentation, pour lequel un projet est en cours, et notre service ICT. Ceci pour permettre à la Cour de disposer d'un côté de documentalistes et d'un service de documentation adapté aux exigences actuelles et de l'autre du soutien nécessaire pour l'analyse de nos chiffres et l'élaboration technique d'un nouveau case management pour la Cour. En dehors de ce plan d'action, la Cour a encore pu obtenir quelques contrats cash flow, c'est-à-dire des collaborateurs pour une courte durée déterminée, susceptibles de soulager certaines fonctions ou faciliter certaines évolutions, comme en matière d'archivage ou digitalisation, et préparer les études qui se font en interne. Maar zoals gezegd, dit actieplan werd omschreven als een eerste stap in de versterking van het Hof. En het hoeft geen betoog dat deze eerste stap noodzakelijkerwijze gevolgd moet worden door verdere etappes. En niet in het minst door een belangrijke tweede stap. En die stap kan niet anders dan betrekking hebben op een uitbreiding van de zetel van het Hof. De thans in realisatie zijn de aanpassingen, voor eerst die betrekking hebben op het korps van referendarissen en dus op de voorbereidende onderzoeksfase, en de recente uitbreiding van de opvolgende parquetfase bij onze amicus curiae kan pas dan tot gedegen resultaten leiden en effectief zijn als deze uitbreiding gevolgd wordt door een similaire beweging in de derde fase, de beslissingsfase, en dus bij de zetel. Niemand is immers gebaat met een loutere verplaatsing van de filevorming in de keten die de totstandkoming van een arrest veronderstelt. Limiter le renforcement de la Cour à ce seul premier pas qui se situe au niveau de la recherche par les référendaires ou à celle de l'intervention de notre amicus curiae rendrait en grande partie inefficace ce premier pas et aurait comme seule conséquence de déplacer le boulot un peu plus loin dans la chaîne de l'élaboration d'un arrêt. En outre, cela contrarierait les efforts que la Cour déploie depuis toujours pour accélérer au mieux ou fluidifier le flux du travail dans les étapes de l'élaboration de ces arrêts. Wat die instroom betreft is in het eerste deel van de studie van het jongste jaarverslag, de volgevlucht over 2 decennia cassatiecijfers, gebleken hoe verraderlijk instabiel de instroom is, met te veel pieken en uitzonderlijk kortstondige dalingen, waarvan we de oorzaken slechts gedeeltelijk kunnen verklaren en waaromtrent overigens meer onderzoek gewenst is. Uit die studie en de vergelijking met de cijfers van de hoven en rechtbanken is ook gebleken dat de parallelie tussen de beide evoluties soms ver te zoeken is en de instroomcassatie doorgaans een aparte koers vaart. Ook andere verontrustende vaststellingen kwamen aan het licht die vragen doen rijzen, maar daarvoor verwijs ik naar ons jaarverslag. Naast de conclusies uit de studie over 2 decennia cijfers moet bovendien uit de jaarcijfers van 2021 worden afgeleid dat de aarzelende en kabbelende stijging van de laatste 5 jaar thans uitgesproken omhoog klimt. En dat vooral te wijten aan voor eerst de strafzaken en vervolgens wat voorheen eerder een niche binnen de diverse vakgebieden was, de fiscale zaken, waarvan het aandeel sommige jaren erg hoog, zelfs disproportioneel hoog aan het worden is en een bijzondere expertise vergen. Het is een oud zeer waarvoor reeds herhaaldelijk ook inhoudelijke oplossingssuggesties zijn gemaakt die tot nog toe te weinig gehoor vinden. Poursuivre l'exécution de ce plan d'action et continuer à renforcer les moyens de la Cour est donc indispensable. Cela doit nous permettre d'amplifier la dynamique existante et nous mettre en situation de mieux affronter les enjeux auxquels est confrontée la Cour ainsi que l'entité cassation.
Les enjeux de notre cours pour la période à venir sont effectivement multiples et ne se limitent pas au plan juridique. Attardons-nous néanmoins quelques instants à ce enjeu sur le plan juridique. Il y a l'augmentation inquiétante des dossiers dans certaines matières, comme je viens de le préciser. Mais il y a aussi la complexité croissante des affaires. La Cour a commencé une analyse des facteurs qui semblent pouvoir être la cause de cette complexité accrue. Un tour d'horizon et de comparaison seront nécessaires avec nos cours suprêmes sœurs de Paris ou de La Haye, ou même dans le réseau des présidents pour évaluer les acquis transnationaux. Maar er is ook de niet aflatende en steeds minder evidente zorg om de rechtseenheid te garanderen en interpretaties harmonieus op elkaar te laten aansluiten en dus de zorg om kwaliteit. Ook intern is er de blijvende aandacht voor de good practices om divergenties te voorkomen, onverminderd de noodzakelijke dialoog met andere externe actoren en hoge hoven om tot een betere harmonie te komen. Maar daar stopt het niet. Veel werkwijzen of werkprocessen die we als evident gaan hanteren, zijn soms onderhevig aan kritiek, zoals bijvoorbeeld de al dan niet beknopte of meer uitgebreide motivering. Dergelijke aspecten staan niet alleen bij ons, maar ook op het niveau van de andere cassatiehoven in de kijker, zodat we een overleg hierover intern, maar ook over de grenzen heen met een open vizier moeten aanvatten. Zoals dat overigens recent ook door het Hof is gebeurd met betrekking tot bepaalde formaliteiten. Maar verdere stappen moeten worden gezet en nu zeker gezien bijeenkomen niet meer, hopelijk nooit meer verstoord wordt door corona. Blijven nadenken over de taak van het Hof in de rechterlijke orde en in de samenleving is en blijft dienvolgens evenzeer onze taak. Je voudrais m'attarder encore sur un autre enjeu. Cette tâche primordiale et quotidienne, garantir une justice de qualité, s'accompagne de négociations et d'évolutions qui se sont mises en marche et qui se sont accélérées ces derniers mois et qui manifestement seront de nature à influencer notre façon de travailler et de s'organiser. Ces évolutions devraient ou pourraient aboutir à l'adaptation de nos structures qui, espérons-le, faciliteront, une fois abouti notre travail, mais qui entre-temps nécessitent beaucoup d'investissement en temps et énergie. Ik heb het vanzelfsprekend over de evolutie naar meer autonomie voor de 3 pijlers. Evolutie die eerstdaags een cruciale fase nadert. Die evolutie loopt bovendien ook nog samen met, of moet ik zeggen, wordt geïmpacteerd door de herschikking van de faute justitie of de redesign, zoals het in managementtermen genoemd wordt. En alsof dit nog niet genoeg is er diezelfde maximale inzet vereist voor de verwerking van de user stories en de digitale transformatie, dit alles voor onder meer een beter case management systeem. Dit alles, ook al gaat het soms om randtaken of randvoorwaarden, slorpt enorm veel tijd en energie op en komt veelal op dezelfde schouders terecht die ook tal van andere lasten dragen. Dit alles zonder dat ik dit jaar wil blijven stilstaan bij de moeilijke werkomstandigheden in het Poelaertgebouw en onze lijdensweg voor de vernieuwing van onze audio-installatie, die echt op zijn laatste benen loopt. Maar daarover dus niks meer momenteel. Nochtans mogen we niet afzijdig blijven van de aan de gang zijnde evoluties en mogen ze ons ook niet onverschillig laten, gezien de toekomst van het Hof en de entiteit er in belangrijke mate door wordt beïnvloed en meteen ook onze hoger geschetste kerntaak. Het Hof en de entiteit hebben bovendien een aparte en specifieke, soms bemiddelende rol te vervullen die zich stilaan aftekent. In vergelijking met vorig jaar zijn dus reeds heel wat doelstellingen gehaald, waarvoor dank aan iedereen. En ook belangrijke stappen gezet intern en in de omkadering van cassatie. Maar er zijn niettemin groeipijnen, onduidelijkheden en gaperingen die we liever zouden willen vermijden en belangrijke uitbreidingsstappen die verder moeten worden gerealiseerd. Dit alles laat me toe met jullie allen, uiteraard met kritische, maar ook nog steeds positieve blik, het nieuwe gerechtelijke jaar aan te vatten.
Ce bilan sommaire semble me permettre, avec vous tous, de débuter l'année judiciaire avec un regard restant critique, bien entendu, mais aussi positif. Je vous remercie. Il est donné acte à Monsieur le procureur général de sa dernière réquisition. Acte wordt verleend aan de procureur-generaal van zijn vordering et la Cour poursuit ses travaux au cours de l'année judiciaire nouvelle. Het Hof zet zijn werkzaamheden voort gedurende het nieuwe gerechtelijke jaar. Je déclare dès lors l'Assemblée générale et publique levée. Ik verklaar de algemene en openbare vergadering gegeven. Ik dank u. Je vous remercie.